Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui vous fait vivre les temps forts de la semaine au Parlement. Et vous connaissez la formule, un débat entre un député et un sénateur. Cette semaine, nous accueillons Claire Lejeune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La France Insoumise de l'Essonne, membre de la Commission des Finances. Et cette semaine, face à vous, Bernard Jomier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de Paris et membre du parti Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann. Et vous débattrez du budget puisque Sébastien Lecornu a utilisé une dernière fois ce vendredi le 49.3 après le rejet du projet de loi de finances par le Sénat. Ce budget sera définitivement adopté si les motions de censure sont rejetées. Et puis on reviendra sur un sujet qui fâche, les zones à faibles émissions où la circulation des voitures polluantes est interdite. Députés et sénateurs étaient d'accord pour supprimer ces ZFE, mais le gouvernement a reporté le vote pour sauver cette mesure écologique. Mais d'abord, le budget avec des débats qui ont tourné court au Sénat. Jérôme Rabier. La droite sénatoriale avait prévenu, elle comptait rejeter d'emblée le budget pour montrer sa désapprobation face aux arbitrages du gouvernement. La ministre des Comptes publics, résignée, a tout de même une dernière fois défendu la copie présentée. Le produit d'un compromis bâti patiemment, article par article, pendant plusieurs centaines d'heures de débat, par des forces politiques aux orientations distinctes, parfois opposées, qui ont tous dû faire des concessions pour avancer, concessions que je reconnais difficiles pour chacun, mais utiles pour le compromis final. Avant de voter la question préalable qui met fin au débat et provoque le rejet du texte, la droite sénatoriale a lâché ses coups sur les choix du gouvernement. Tout d'abord, un fiasco sur le fond, s'agissant de la politique économique, budgétaire et fiscale de notre pays. Mais également un fiasco quant à la méthode employée par le gouvernement et enfin, mais non des moindres, un fiasco à la fois pour le crédit de la France et la crédibilité de la parole politique qui n'avait pourtant pas vraiment besoin de ça. Le Parti socialiste a regretté que la droite refuse de discuter avec le gouvernement et la gauche lors des débats budgétaires au Sénat, provoquant selon eux un effacement de la voix sénatoriale. Cette année, la situation politique a conduit la majorité sénatoriale à ne pas vouloir s'inscrire dans la recherche d'un compromis large et à s'exclure de fait de la discussion en prônant des solutions le plus souvent maximalistes. Une très large majorité de l'hémicycle a finalement voté pour mettre fin au débat après 4 mois de discussion budgétaire, laissant le dernier mot à l'Assemblée nationale. Bernard Jomier, le Sénat rejette sans examen ce budget, le renvoie à l'Assemblée nationale pour un dernier 49.3. Est-ce que vous dites les débats budgétaires ont assez duré et il faut en finir vite, donner un budget aux Français et passer à autre chose? Ce que je dis, c'est que construire un budget, c'est une épreuve, on va dire, de discussion au Parlement. Et le Sénat a délibérément choisi de se positionner de façon complètement orthogonale au travail des députés. Comme d'ailleurs sur le texte Aide à mourir qui était au Sénat cette semaine. C'est une constante de la majorité sénatoriale depuis quelque temps. Alors nous, la gauche au Sénat, qui sommes très minoritaires, on a convenu que ce n'était pas la peine de poursuivre les discussions. Le budget ne peut pas être construit de façon, on va dire, constructive, pardon pour la répétition, quand toute une partie de l'Assemblée de l'Assemblée sénatoriale, décide de ne pas participer. Donc le mieux à faire, parce qu'il fallait en finir, c'est que le budget retourne à l'Assemblée nationale et que ce soit les députés, moi j'oublie pas qu'ils sont la Chambre du peuple, qui adopte la copie budgétaire. Alors en tout cas en commission des finances à l'Assemblée nationale et en séance, il y a eu beaucoup de discussions à l'Assemblée. Est-ce que le 49.3 était finalement la seule issue pour donner un budget au pays et rassurer des Français inquiets sur leur pouvoir d'achat ? Alors, il faut quand même rappeler le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui est arrivé quand même en légitimant sa présence après la chute du gouvernement Bayrou par le fait qu'ils n'allaient pas utiliser le 49.3, que cette fois, promis juriste, ce serait différent, cette fois, ce serait le budget du Parlement. S'en sont suivis plus de 350 heures de débat en hémicycle. On a eu à peu près 150 heures de débat, nous, en commission des finances. Et on arrive en janvier avec une série de 49.3. Donc, en fait, tout ça signifie que depuis le début, en fait, c'est ce qu'on disait d'ailleurs, c'est que
ce budget ne pourra pas passer sans 49.3 et sans ordonnance parce qu'on a un gouvernement qui est un gouvernement dans la droite lignée de ce qui se fait depuis 8 ans et qui a pris pour l'habitude de malmener le Parlement et de passer outre et qui, de toute façon, ne veut pas lâcher d'un iota Mais il fallait donner un budget, sur les la Français politique. sont inquiets. Oui, mais il y a eu une élection dans ce pays il y a maintenant un an et demi qui a signifié un rejet massif des politiques macronistes. Aujourd'hui, si on regarde les grands équilibres du budget, pas le détail de la petite mesure qu'on peut mettre en avant pour dire oui, ça va aller ou non, ce budget est inacceptable, ces grandes lignes. On a en tendanciel plus de 30 milliards en coupe sur l'action publique et on a une absence quasi absolue de nouvelles fiscalités sur les plus riches. Donc c'est bien que c'est un budget qui est dans la droite ligne de ce qui se fait depuis 8 ans et donc c'est inacceptable. On va revenir sur le fond de ce budget, mais d'abord politiquement, Bernard Jomier, est-ce que les socialistes sont l'assurance vie de ce gouvernement macroniste qui se maintient tant bien que mal au pouvoir ? L'assurance vie de ce gouvernement, c'est un chef de l'État qui est totalement irresponsable, qui n'accepte pas qu'il a perdu les dernières élections législatives et qui refuse obstinément de nommer un Premier ministre qui soit issu de la gauche. Il l'a refusé en juillet 2024, il n'a cessé depuis, et quand Sébastien Lecornu qui est tombé, son gouvernement, il l'a renommé Premier ministre. Donc, face à l'irresponsabilité politique du chef de l'État, les Français nous demandent d'assurer un minimum de stabilité. Ce budget, il est mauvais. Ce budget, il est mauvais. Il est injuste socialement, il ne prépare pas la transition écologique du pays, il préserve les plus riches. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Mais à partir de là, on fait quoi ? Pourquoi ne pas censurer le gouvernement ? Si on censure, le gouvernement tombe, et puis le chef de l'État, qui est irresponsable, va renommer un proche. Notez qu'il nomme des premiers ministres de plus en plus proches de lui. C'est-à-dire qu'avec Sébastien Lecornu, on est dans le premier cercle, au lieu de faire de l'ouverture politique. Donc il va falloir tenir jusqu'à ce que l'échéance constitutionnelle arrive, dans un an, qu'on réélise un président de la République. Et en attendant, donnons un budget au pays et donnons la parole aux Français lors des élections municipales qui ne doivent pas être parasités à l'excès par le budget. Il était temps d'en finir, il est temps d'en finir. Claire Lejeune, à chaque 49.3, les députés de la France insoumise déposent des motions de censure pour renverser le gouvernement. Pas que nous. Pas que vous, mais notamment vous. Conjointement à l'ensemble du NFP, moins les socialistes. Oui. Mais vous souhaitez qu'il tombe, donc vous ne souhaitez pas la stabilité. Nous, on a quelque chose qui est, je pense, important en politique, c'est qu'on a une cohérence. C'est-à-dire qu'on a été élus sur le programme du nouveau Front populaire en juillet 2024. On défend ce programme dans nos positions de vote à l'Assemblée. On est dans l'opposition au macronisme. Et donc, lorsqu'on a un gouvernement macroniste face à nous qui impose un budget macroniste qui a les effets qu'on connaît sur les Françaises et les Français, parce que moi, je ne crois pas aujourd'hui que les Françaises et les Français qui vont subir le manque d'enseignants dans les écoles, les apprentis qui vont voir leur aide pour passer le permis de conduire diminuer, voire supprimer, je ne pense pas que toutes les personnes qui vont subir les conséquences de ce budget nous remercient d'avoir laissé passer un tel texte budgétaire. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ne pas censurer revient à accepter et à normaliser, à banaliser le coup de force. Et ça, c'est très grave politiquement et c'est très grave pour l'état de notre débat démocratique parce que c'est ça le plus dramatique, c'est que plus ça va, plus les pratiques institutionnelles, en fait, malmènent l'Assemblée et font perdre en crédibilité la parole politique. Mais ne pas avoir de budget, c'est aussi grave pour les Français. Alors, on a voté une loi spéciale qui, d'ailleurs, a été écrite à minima, juste par la ministre Montchalin et par le gouvernement, pour justement exercer une pression en disant « Regardez, on ne peut pas tenir avec la loi spéciale, vite, vite, il faut que vous avalisiez le budget ». Donc, c'était encore une fois une insincérité envers le Parlement. C'était une manière de nous mettre la pression pour qu'on vote le budget. Donc, on a la loi spéciale et nous, ce qu'on dit qui est meilleur pour les Français début, que ce budget qui va être passé. Elle reconduit à l'identique quasiment, enfin justement un peu à minima, mais les crédits de l'an dernier. Mais nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on ne sortira pas de cette situation sans nouvelles élections et donc une présidentielle anticipée. Il y a quand même des baisses importantes de dépenses publiques, Bernard Jomier, dans l'éducation, l'écologie ou le social, on le disait. L'homme de gauche que vous êtes accepte ces coupes qui sont quand même fortes. L'homme de gauche que je suis cherche à défendre les Français. On a eu deux budgets, le budget de la sécurité sociale, le budget de l'État. Regardez sur le budget de la sécurité sociale. Si on n'avait pas fait de compromis, les franchises médicales étaient doublées, les consultations chez le médecin étaient moins remboursées. En gros, on faisait payer aux assurés sociaux
un début, enfin une volonté peut-être de réduire le déficit. Mais c'était des assurés sociaux qui allaient payer. On a obtenu de protéger les assurés sociaux. Ce n'est pas satisfaisant pour autant, je vous en donne acte. Mais si on ne l'avait pas fait, ils passaient à la caisse, pour parler trivialement. Et quant au budget de l'État, s'il n'y a pas de budget de l'État, c'est la loi spéciale qui s'applique tout au long de l'année. Ça empêchait de reporter, par exemple, la contribution sur les grandes entreprises était annuelle. Elle n'aurait pas été reconduite par la loi spéciale. Donc la loi spéciale, c'était le pire des choix. C'était non seulement une inertie et un conservatisme, mais c'était l'impossibilité d'obtenir la moindre avancée. Alors ce qui a été obtenu, bien sûr, on peut dire que le verre est à moitié ou 3/4 vide, si vous voulez, selon ce que vous pensez. Mais il n'empêche que si on ne l'avait pas fait, on serait dans une situation de chaos politique, de déstabilisation. On demanderait peut-être aux Français, en même temps que les municipales, de voter pour des législatives avec un chef de l'État qui, il ne faut pas se faire d'illusions, ne quittera pas l'Élysée. Claire Lejeune, est-ce que les socialistes, finalement, ont évité le pire avec ce budget de compromis et en obtenant certaines concessions sociales ? La hausse de la prime d'activité, le repas à 1 € pour les étudiants, quand même une hausse de fiscalité sur les grands groupes, et puis dans toute cette phase budgétaire, la suspension de la réforme des retraites. Alors, dans la présentation des avancées obtenues par le Parti socialiste, à mon sens, il y a un peu un trompe-l'œil. C'est-à-dire que vous présentez comme des grandes avancées des choses qui, en fait, étaient dans la copie initiale, qui, bien souvent, ont été battues à chaque fois qu'elles ont été votées par le Parlement. Et du coup, c'est des choses qui n'auraient jamais existé si le gouvernement était tombé, si on n'avait pas eu la copie initiale telle qu'elle était, c'est-à-dire la copie qui venait en fait du gouvernement Bayrou. Donc en fait, c'est pas des avancées, c'est des non-reculs en fait. Par exemple, le fait d'avoir une indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, c'est des choses qui étaient, la désindexation était dans la copie initiale, on l'a battue à chaque fois à l'Assemblée, et finalement le gouvernement concède de réindexer. C'est pas une avancée, c'est des choses qui étaient imposées par la rapport de force parlementaire. Mais une loi spéciale, c'est pas parfait non plus. Vous ne pouvez pas augmenter la fiscalité sur les grandes entreprises avec une loi spéciale. Alors, la loi spéciale permet de tenir le temps d'organiser dans notre pays le débat sur les présidentielles de manière anticipée. Si on est d'accord sur le fait que les effets des politiques macronistes dans le pays sont désastreux, on ne peut pas accepter, quand on est à gauche, de laisser se perpétuer cette politique pendant un an et demi en disant il ne faut surtout pas déranger trop les choses, on va attendre 1 an et demi, le temps qu'il y ait la présidentielle, alors que les gens en souffrent au quotidien aujourd'hui. Mais le volontarisme politique, ça n'est pas de prendre ses désirs pour des réalités. D'abord, la première chose, c'est que Bayrou avait prévu de réduire de 60 milliards d'euros les dépenses publiques. Et ça n'est pas ce qui existe à l'arrivée. Donc c'était une austérité. Et donc notre intervention a bien permis, on n'est pas du tout à la copie initiale, a bien permis des progrès en la matière et d'éviter de donner un coup de masse sur la tête des Français, sur la tête des plus fragiles. Deuxièmement, on peut espérer une présidentielle anticipée. Moi, si le chef de l'État nous disait, comme l'a proposé un de ses amis, enfin je ne sais plus si c'est son ami, Édouard Philippe, de démissionner après la séquence budgétaire, très bien, mais je n'ai pas d'illusion et je ne veux pas prendre mes désirs pour des réalités. Il y a des échéances constitutionnelles. La présidentielle, ce sera en 2027 et il faudra en 2027 trancher ces débats. En attendant, on va parler d'un autre sujet qui fâche, les ZFE pour zones à faibles émissions. Ces zones qui interdisent la circulation des voitures les plus polluantes dans les métropoles. Leur suppression a fait l'objet d'un compromis entre députés et sénateurs. Mais coup de théâtre, eh bien, le gouvernement a reporté le vote final. Stéphanie Despierres. 98 contre 51. 28 mai 2025, à la surprise générale, l'Assemblée nationale vote la fin des ZFE, les zones à faible émission. L'un des amendements les plus controversés du projet de loi de simplification. Réunis en commission mixte paritaire, députés et sénateurs confirment la suppression de ces zones qui empêchent les véhicules les plus polluants d'accéder aux métropoles. Un dernier vote était à l'ordre du jour cette semaine dans chaque chambre, mais coup de théâtre, le gouvernement a décidé de le reporter. À l'Assemblée nationale, il est clair, il ne peut que constater que ce texte ne va pas passer. Et donc, plutôt que d'envoyer un texte, pardon de le dire de manière un peu triviale, au casse-pipe à l'Assemblée nationale, il nous semblait plus opportun d'essayer de trouver un accord en amont.
Les défenseurs des ZFE saluent une bonne nouvelle. Nous sommes parfaitement opposés à ce texte. J'entends l'argument démocratique, mais considérant qu'il va vraiment dans le mauvais sens, on ne va pas, nous, socialistes, nous rouler par terre parce qu'il n'arrive pas à l'ordre du jour. Non, je pense qu'il faut prendre acte. Le gouvernement n'a pas beaucoup de courage en ce moment. Il doit avoir un courage, celui de ne pas inscrire ce texte à l'ordre du jour. En première ligne de la contestation contre les ZFE, le RN dénonce une décision antidémocratique. Vous avez arbitrairement désinscrit le vote final sur ce texte très attendu et c'est une forfaiture démocratique, une dérive illibérale de ce macronisme autoritariste. Le gouvernement remettra-t-il le vote à l'agenda ou abandonnera-t-il complètement ce projet de loi sur la simplification? Le Premier ministre recevra les présidents de groupes parlementaires la semaine prochaine pour en parler. Claire Lejeune, reporter un vote sur un projet de loi comme celui-ci pour tenter de trouver un compromis sur une mesure qui entérine un recul écologique, c'est normal ? Alors déjà, cette mesure sur les ZFE, elle est inclue dans un texte bien plus large sur lequel on a beaucoup travaillé parce qu'il y a un très grand nombre d'articles et qui inclut le détricotage du zéro artificialisation nette, par exemple, enfin, des mesures de régression écologique. Bon, on voit que maintenant que le gouvernement a retiré le masque du gouvernement qui respectait l'Assemblée, il y va. Cette mesure, c'est celle qui suscite le plus de colère. Oui, bien sûr. Mais sur ça, donc, il y a bien sûr une anormalité dans le fait de désinscrire un vote. Après, sur cette mesure sur les ZFE, c'est une mesure qui suscite énormément de tensions, d'opposition. Et nous, depuis le départ, nous y sommes opposés, mais nous sommes par ailleurs opposés à l'ensemble du texte de simplification de la vie économique. Donc on n'aurait pas voté favorablement à ce texte, même s'il incluait la suppression d'une mesure contre laquelle on se bat depuis toujours. Mais vous dites quand même reporter le vote, c'est anormal du point de vue démocratique. Oui, c'est anormal en termes de pratique institutionnelle, mais s'il n'y avait que ça en ce moment, écoutez... Bernard Jomier, quand il y a eu un accord entre députés et sénateurs, notamment sur cette suppression des ZFE, reporter le vote, c'est antidémocratique? Tout simplement parce que le gouvernement n'est pas d'accord? Surtout, il faut parler du fond de la mesure. À un moment, on peut quand même réaliser que ce vers quoi on allait est catastrophique pour la santé publique et pour l'écologie. Et j'ai bien entendu la présidente du groupe écologiste, d'ailleurs, qui soutient le fait que non, on remet, on va dire, l'ouvrage sur le métier. On le remet d'autant plus que c'est une mesure qui concerne une quarantaine d'agglomérations, qu'il va y avoir des élections municipales et qu'il faut entendre ce que les élus de ces agglomérations disent. Mais le gouvernement a eu peur à cette semaine. Mais non, mais le gouvernement n'a pas de tête. Le gouvernement, c'est un canard sans tête actuellement qui va au gré de on ne sait pas trop quoi. Donc, très ça permet de porter le débat dans la campagne municipale. Mais évidemment, les habitants des grandes agglomérations subissent, eux, majoritairement la pollution de l'air. 40 000 morts en France, dans ma région, dans l'Île-de-France et à Paris. Ce sont plusieurs milliers d'enfants qui décèdent chaque année de la pollution de l'air. Enfin, on oublie ce chiffre-là. La ZFE est un des outils de lutte contre la pollution de l'air. Ça a prouvé que c'est efficace. Je veux dire, avant que la loi sur les ZFE soit promulguée en 2015, il y avait presque 20% de véhicules très polluants dans notre pays. Il en reste 4%. Il y a une question sociale qui se pose et il faut y répondre. Mais il faut y répondre, on y reviendra peut-être, par d'autres alternatives. Certainement pas en jetant le bébé avec l'eau du bain. Claire Lejeune, est-ce que vous entendez ces arguments quand même? Là où ça a été mis en place, ces zones à faible émission ont permis de faire diminuer la pollution. Et donc c'est bon pour la santé publique. Oui. Il y a des chiffres précis qui disent qu'elles sont efficaces. Vous l'entendez? Alors le problème de santé publique sur la pollution de l'air, il est évident. Vous avez rappelé le nombre de morts que ça provoque tous les ans. Mais quand on a un problème de santé publique, les macronistes ont décidé d'y répondre par cet outil qui est un outil d'exclusion sociale. Et nous, on porte une écologie populaire, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant des mesures qui permettent de rendre compatibles les intérêts sociaux et les intérêts écologiques. Les ZFE, aujourd'hui, dans une situation où ce gouvernement n'a pas été capable de mettre l'investissement qu'il fallait pour le développement des transports en commun, dans une situation où ce gouvernement n'a pas été capable de soutenir le développement d'une filière automobile française souveraine et de mettre la pression sur les constructeurs. Pour vous, les alternatives aux ZFE. Oui, bien sûr qu'il faut voir, les ZFE. Nous, on avait proposé, par exemple,
d'instaurer un moratoire sur les ZFE conditionné au fait que le développement des transports en commun soit assuré et que l'accès à la voiture électrique soit assuré. Aujourd'hui, on a un énorme retard sur le développement des transports en commun et c'est la responsabilité des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron. Et on a également un énorme retard sur l'électrification et la décarbonation des mobilités automobiles à cause du désastre de la politique industrielle qui se mène depuis plusieurs années. Oui. Bernard Jaumier, ce débat sur les ZFE, il fait un peu penser à la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire que par une mesure écologique, on va fabriquer de l'exclusion sociale. On ne fabrique pas d'exclusion sociale avec les ZFE. Il peut y avoir un impact social, mais je rappelle que les premières victimes de la pollution de l'air, ce sont les classes sociales les plus défavorisées, que les études ont montré qu'entre des enfants qui vivaient une pollution dans un quartier populaire et des enfants qui vivaient la même pollution dans un quartier favorisé, les premiers avaient plus de conséquences pour la santé. Pourquoi ? Simplement parce que les parents ont la capacité de mettre en œuvre des phénomènes d'échappement et de compensation. Bref, moi je suis tout à fait d'accord, les outils alternatifs sont fondamentaux. Et justement, des élus locaux mettent en place des politiques. À Paris, les écologistes ont porté la ZFE. Elle existait bien avant que les macronistes ne naissent et bien avant qu'ils meurent bientôt. Eh bien, ce sont les écologistes qui ont porté cette mesure-là. Le maire de Montpellier a mis en place la gratuité des transports en commun. Le maire de Rouen a mis en place la gratuité du covoiturage. Donc, des dispositifs sont pris. Et il faut, ça je suis tout à fait d'accord, mettre en place un leasing social sur les véhicules électriques. 100 à 150 € par mois, ça devrait se faire au niveau européen avec un engagement de l'Europe. Voilà. Et donc, il est sage Mais on de garde quand même les reporter ce ZFE, vote. même si c'est injuste socialement. Elles ne sont pas injustes socialement puisqu'elles protègent les plus fragiles. La réponse de Claire Lejeune. Oui, alors je pense que s'il y a eu une majorité d'élus qui sont quand même au contact de leurs concitoyens et qui entendent tous les jours les expressions sur les impacts et les effets sociaux négatifs des ZFE, c'est que c'est une réalité. C'est une réalité en termes d'exclusion sociale. Et moi, je ne suis pas pour qu'on avalise des instruments qui sont des mauvais instruments pris isolément des autres politiques publiques qu'il faudrait mettre en place, juste parce que c'est tout ce qu'on a sous la main et que c'est tout ce que le gouvernement veut bien nous donner. Il y a un autre outil quand même, le bonus écologique. Il est en hausse l'an prochain jusqu'à 5 700 € de prime. On a vérifié pour s'acheter une voiture électrique. Ça va quand même dans le bon sens, cette hausse ? Oui, ça va légèrement dans le bon sens. Après, un historique sur l'aide à l'électrification du parc automobile qui est une catastrophe. On a eu un leasing social qui a été annoncé, puis retiré au bout de 2 mois. Et surtout, il n'y a aujourd'hui, de la part du gouvernement, aucune pression mise sur les constructeurs français pour développer des véhicules qui seraient légers, petits et qui seraient accessibles en termes de prix, parce qu'aujourd'hui, c'est à 5 700 € cette hausse. Je pense que c'est pour la tranche la plus élevée, donc les ménages les plus modestes. 5 700 € pour acheter des véhicules qui souvent sont autour des 30 000 €. Un ménage précaire, ça ne l'aide absolument pas à sauter le pas de l'achat d'un véhicule électrique. Donc vous vous rendez bien compte que pour, par exemple, un ménage qui habite en périphérie, qui n'a pas la desserte en transport en commun et qui n'a pas, malgré ces petites hausses, la possibilité d'acheter un véhicule électrique ou un véhicule plus propre, vous voyez bien qu'il est dans une impasse du point de vue de ses mobilités. Que Bernard Jaumier, sur les ZFE. Bernard Jaumier, les zones à faible émission sont censées inciter à aller acheter une voiture électrique, à accélérer la transition du parc automobile, mais aujourd'hui, c'est un luxe quasiment de s'acheter une voiture électrique. C'est un privilège. La voiture électrique est bien trop coûteuse et malheureusement, là aussi, le leasing qui avait été, vous l'avez rappelé, qui avait été mis en place par le chef de l'État, a été détricoté, a été arrêté, puis reprend maintenant, mais sur une version complètement dégradée. Il est clair que si on veut que la population adhère à la politique de transition écologique, qui est indispensable pour préserver notre santé et notre environnement, il faut lui donner les moyens, notamment de pouvoir avoir une mobilité satisfaisante, donc de se déplacer. Je rappelle que vous mentionniez les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes étaient une révolte à fort question sociale, ancrée dans des territoires qui ne sont pas ceux des métropoles. Or, ce ne sont que 40 métropoles au maximum qui sont concernées par les ZFE. Et la mobilité, la réponse dans ces métropoles, ça doit bien être de mettre à disposition des transports en commun une offre importante, et pour ceux qui ne peuvent pas se passer de la voiture, effectivement, une aide à l'acquisition d'un véhicule électrique. Mais pardon, le mythe de l'ouvrier
qui prend le périphérique parisien avec un vieux diesel, c'est quasiment inexistence. La réalité, c'est que ce sont des CSP+, qui défendent leur égoïsme. Vous entendez ces arguments de... Ah non, je peux pas les entendre parce que, par exemple, mon père, qui était ouvrier électricien, qui travaillait, on habitait dans l'Essonne et lui travaillait sur divers chantiers en Ile-de-France. Typiquement, pour emmener ses outils au travail, il était obligé de prendre la voiture. Et donc, typiquement, vous voyez, c'est le genre de cas qui existe et c'est absolument pas un mythe. C'est une réalité très, très concrète pour plein de gens. Et d'ailleurs, oui, c'est à l'échelle de la métropole. Mais en fait, la ZFE, elle vient contrôler l'accès à la métropole. Ça veut dire que c'est bien pour les gens qui arrivent de l'extérieur de la métropole. Donc bien sûr que ça concerne pas que les métropolitains, mais ça concerne, en termes d'accès à la mobilité, ça concerne les personnes qui souhaiteraient venir dans la métropole depuis l'extérieur de la métropole. C'est le principe de la ZFE. Donc l'argument ne tient pas de ce point de vue-là, à mon sens. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Ciao, ciao.